La série The Witcher divise depuis déjà un moment. Ce faisant, je me suis dit, et si je vous proposais ma version? Eh bien voici à quoi, selon moi, aurait dû ressembler la série The Witcher. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau de The Witcher. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur les anneaux de pouvoir, vous savez à quoi auraient dû ressembler les anneaux de pouvoir? Eh bien j'ai décidé de renouveler ça pour la série The Witcher. En effet, la série Netflix est mise à mal par la baisse d'audience, le départ d'Henry Cavill, qui menace fortement le futur de la série. Complétée par la grève des scénaristes et des acteurs, la série est donc mise en pause et pourra peut-être ne jamais voir de suite. Celle-ci risque de faire perdre plus d'argent qu'autre chose à la plateforme. Si vous me suivez depuis tout ce temps, vous devez savoir que la série a déçu beaucoup de fans pour toutes les raisons que j'ai déjà citées dans ma playlist de vidéos consacrée à The Witcher. En revanche, si vous me découvrez ou si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, c'est rapide, simple à faire et gratuit. Avant d'entrer dans le dur, j'aimerais répondre à une question que j'ai reçue par message privé il y a quelques temps. On m'a demandé par quel livre commencer la saga du sorceleur. Une question qui m'a un petit peu surpris parce que écoutez, bon, je vais quand même y répondre. Moi, je vous conseille de vous concentrer sur l'édition Bragelonne, celle-ci là, parce que bon, la couverture est quand même un peu stylée. Et ensuite, eh bien, tout simplement commencer par le tome 1, ceci. En fait, si on m'a posé cette question, c'est parce que les deux premiers tomes sont en fait des recueils de nouvelles. Et l'histoire n'est pas, n'est pas chronologique. Et certains se sont donc demandé s'il ne valait pas mieux commencer par le premier roman littéraire de la saga qui est en fait Le Sang des Elfes. Eh bien, si vous faites ça, si vous commencez par ce roman, vous risquez sévèrement de vous ennuyer. Mais vraiment, sévèrement. Puisque la vérité est que l'histoire commence déjà dans les recueils de nouvelles. Seulement, ces derniers ne sont pas racontés dans l'ordre, mais étant donné qu'on se concentre uniquement sur Geralt, il est impossible de se perdre. Les nouvelles sont non seulement importantes pour comprendre le lore, mais ils sont également d'excellents livres. En effet, beaucoup de gens n'aiment plus le sorceleur lorsqu'on commence le premier roman, car à partir d'ici, Geralt devient très secondaire. Et selon moi, c'est justement là que la série s'est plantée. Elle a décidé de rendre Geralt secondaire bien trop tôt. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la version Netflix fait tout à l'envers. C'est un grand bazar. Un grand bazar qui propose bien trop de personnages distribués de façon à calquer sur le format de la série Game of Thrones. Vous savez, par peur de proposer quelque chose de différent, d'original, et ainsi récolter une moins bonne audience. Et vraiment, quelqu'un qui a lu les livres et commence la première saison va se dire, mais pourquoi c'est autant le bazar comme ça? Pourquoi dès le premier épisode, on a Calante qui écrase l'écran avec son image de femme forte, qui sera de toute façon une image pas beaucoup utilisée pour les personnages les plus importants comme Yennefer? Et quand on parle de loup, pourquoi nous imposer dès le début cette image atroce de Yennefer en cosplay de Quasimodo? Démystifier ce personnage fait partie des plus grosses erreurs de la série, on va développer, puisque ce qui fait la force de Yennefer, c'est justement son passé mystérieux. Donc rassurez-vous, dans cette vidéo, on va tout mettre à plat, on va repartir aux bases, je vais vous proposer mon remède, ma version, ce à quoi aurait dû ressembler la série. Tout d'abord, quel est le titre de cette série? The Witcher, autrement dit le sorceleur. Donc on doit se concentrer uniquement sur le sorceleur, qui ne peut être que Geralt de Rive. La première saison compte très exactement 8 épisodes, donc je propose de consacrer la première moitié uniquement, et je dis bien uniquement, aux aventures de Geralt de Rive. Comment faire, me dites-vous? Eh bien c'est très simple, il suffit d'adapter les recueils de nouvelles dans l'ordre qu'on veut, puisqu'ils n'ont pas de chronologie précise, bien qu'il est parfois facile de deviner où on se trouve lorsqu'on lit les livres. Le premier épisode sera donc adapté de la nouvelle Le Sorceleur. Tout simplement, l'épisode de la Strige pour faire simple. C'est en fait la première nouvelle qu'on peut voir dans le premier tome, et si on l'a posée en premier, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de la nouvelle qui pose le mieux les bases de l'univers. Et ce n'est pas un hasard si dans le tout premier jeu vidéo The Witcher, on retrouve la cinématique de la Strige en guise d'introduction lorsqu'on lance le jeu. Avec ça, toujours dans le premier épisode, au lieu de nous fatiguer l'œil à nous éparpiller dans d'autres récits avec tout un tas d'autres personnages tous plus inintéressants les uns que les autres, eh bien ma version ne propose que la présence de Geralt et j'insiste avec ça. D'une part, on va pouvoir justifier le titre de la série parce que oui, c'est important quand même, il faut qu'on sache pourquoi la série s'appelle The Witcher, merci. Et en plus de ça, c'est tout bénef parce que ça va attirer les joueurs qui ne connaissent pas les livres. D'une autre, ça va nous familiariser avec le code des sorceleurs. En effet, tout le monde n'a pas joué aux jeux vidéo ou lu les livres et doit comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'un élixir par exemple? Pourquoi en boire? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Qui les prépare?
quels sont les pouvoirs des sorceleurs, etc. etc. À partir de l'épisode 2, les introductions suivantes seront ouvertes par les dialogues entre Geralt et la mère Nenneke Amilitel. Un dialogue qui chronologiquement se situe après le combat contre la Strige. Et ce dialogue, dans le premier livre, est parsemé entre chaque nouvelle. Vous savez, c'est un dialogue philosophique qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur l'univers, ce qu'est le sorceleur. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de Geralt, parce que mine de rien, quand on y repense, la série The Witcher de Netflix, on ne sait pas grand chose de Geralt, de son histoire à son caractère. La seule chose qu'on sait de lui, c'est... Ces introductions vont donc apporter des informations supplémentaires au fonctionnement du lore, tout en découvrant l'hostilité de ce dernier grâce aux aventures de Geralt. Pendant 4 épisodes, on va donc se régaler, se délecter juste des aventures du sorceleur avec de l'action et une histoire différente dans chaque épisode, avec un petit fil conducteur qui vient doucement s'installer, afin de poser l'enjeu principal de la saison, qui n'est d'autre que l'arrivée de Nilfgaard. Voilà, 4 épisodes tranquilles pour digérer les informations concernant l'univers, les monstres, à quoi servent les sorceleurs. On ne se prend pas tout de suite la tête avec la politique. En fait, ce n'est pas la série qui doit amener la politique, comme l'a fait le premier épisode, avec vous savez, l'apparition de Ciri, tout ça, l'arc avec la danse, c'est infernal. C'est au contraire le héros, Geralt, qui doit venir à la politique. Ce faisant, l'épisode 5 adaptera 2 nouvelles pour le prix d'un, l'épée de la Providence et une question de prix. Ça sera donc l'épisode où Geralt rencontrera Ciri pour la première fois. Cet épisode va au fur et à mesure switcher entre les 2 nouvelles, dont l'une servira de flashback. Et ce flashback sera donc la rencontre de Geralt avec Calante, la grand-mère de Ciri. Et au fur et à mesure, on comprendra pourquoi Geralt est destiné à rencontrer Ciri. Pour moi, ça fera un parallèle très beau et très important, et forcément, ça sera l'un des épisodes les plus longs. L'épisode 6, quant à lui, adaptera le dernier vœu, où Geralt rencontre pour la première fois Yennefer. Et suite à ça, l'épisode suivant va enfin pouvoir se permettre d'entrecouper ces histoires de différents arcs. On aura un arc consacré à Geralt et un autre consacré à Yennefer, qui nous fera comprendre en parallèle la montée en puissance de Nilfgaard et pourquoi il doit être stoppé au Mont Soden. Donc s'il vous plaît, conservez bien votre budget pour cet épisode-là, l'épisode final sur Soden. On ne veut pas d'une bataille d'une armée entière de Nilfgaardiens contre 20 magiciens, on veut une vraie bataille épique qui va conclure la saison. Donc pour faire simple, à partir de l'épisode 6, on aura seulement 2 arcs différents dans chaque épisode. Non seulement c'est plus digeste, mais le spectateur se sera déjà familiarisé avec le switch d'arc grâce au flashback de l'épisode précédent. C'est tout bénef, c'est cadeau et c'est facile à suivre. Les 2 épisodes finaux vont donc servir de préparatif à la bataille de fin, pour bien faire monter la sauce et savoir à quel point l'ennemi est redoutable. À partir de la saison 2, on fait ce que Netflix avait prévu de faire, entamer directement les romans en commençant par le sang des elfes, ceci bien sûr, et s'il y a la place, pourquoi pas canonifier quelques nouvelles restantes qui n'ont pas été adaptées dans la première saison, comme l'avait fait le premier épisode de la saison 2 adapté de la nouvelle Un grain de vérité. Et la bonne nouvelle, sans mauvais jeu de mots, c'est que ma version de la première saison aura soigneusement appris aux spectateurs de se familiariser avec l'univers à travers les yeux de Geralt, tout en s'imprégnant de nouveaux arcs qui ne démarrent que lorsqu'on fait le rapprochement avec le fil rouge. Le spectateur ne sera donc pas perdu lorsqu'il découvrira de nouveaux récits narratifs dès l'introduction de la saison 2. L'adaptation s'annonce encore plus simple, on ne se prend pas la tête, on adapte juste trait pour trait ce qu'il y a dans le roman. Et pour tenir le spectateur en haleine, eh bien on amorce une montée du climax dans les dialogues, de façon à nous faire comprendre quel sera l'enjeu de cette saison. Et si besoin, au cas où, on rajoute un petit peu d'action mêlée à l'histoire principale, voilà, au cas où ça manque de peps. Comme je vous l'ai expliqué, Gérald de Rive devient un petit peu secondaire dans les romans, donc il n'est pas exclu de densifier son arc pour rester concentré sur lui. Je propose par exemple d'insérer la nouvelle Éclat de glace, qui est une pépite qui introduit le personnage d'Istred, où on comprend la complexité de la relation avec Yennefer. Donc c'est important pour comprendre les personnages. Et en plus, dans cette nouvelle, il y a un peu d'action, de la dramaturgie et des monstres. C'est pas beau ça? En revanche, et il faut le dire, plus on avance dans la saga littéraire, et plus on se retrouve avec des éléments dispensables pour le format série. Donc, si nécessaire, il faudra amputer quelques morceaux peu importants pour la suite. Au début de la saison, on aura l'arc de Ciri qui part de Geralt pour se séparer de lui, et finir avec Yennefer. On devra donc impérativement se concentrer sur leur relation et l'apprentissage de Ciri aux arcanes de la magie. C'est au fur et à mesure de toute cette saison que Ciri découvrira des visions qui feront monter la sauce jusqu'au point culminant de la série. Le grand méchant de la saison sera donc Rience. Et ce qui est intéressant dans The Witcher, c'est que Rience, on pense que c'est un grand méchant au départ,
et ensuite ça fait un petit peu comme DBZ, on a un méchant encore plus méchant, et ensuite encore un homme méchant, et ça on le ressent pas assez dans la série de base. Donc il faut vraiment qu'on sente que ce personnage est très puissant dans la saison 2. Et pour ce, son apparition face à Jasquet servira de scène d'exposition pour nous faire comprendre la dangerosité du personnage. Et c'est dans l'arc de Geralt et Jasquet et Shiny qu'on aura toute la partie action-aventure face à la poursuite de cet individu qui cherche à mettre la main sur Ciri. Geralt, lui, veut absolument mettre la main sur Rience pour comprendre pour qui il travaille. Et c'est là tout l'intérêt du roman Le Sang des Elfes. On a donc deux parallèles qui se posent. Un sur la politique, un autre sur le fantastique. Donc la politique est le parallèle relié à Rience et le fantastique est le parallèle relié aux visions de Ciri qui mènera à la chasse sauvage. Et le cliffhanger de fin de saison mettra l'accent sur la fuite de Rience après un combat intense. Donc voilà, pareil. Si besoin, on rajoute un peu plus d'action. Pourquoi pas des hordes de bandits contre Gérald de Rive. Alors certes, cette saison sera sans doute un peu moins épique que la première, mais elle aura au moins la faculté de faire monter les tensions pour la suite. Telle une saison de transition pour la saison 3, où on y apercevra la bataille de Tanned, si possible en plus réussi. En fait, ce serait un peu l'équivalent, si je ne me trompe pas, de la fin de la saison 2 de Game of Thrones, où on voit les marcheurs blancs arriver. Même s'il n'y a pas énormément d'action, il y a quand même, ça fait bien monter la sauce. Et donc, en effet, la saison 3 de The Witcher sera l'aboutissement de toute cette mise en abîme, où on comprendra qui est le véritable antagoniste, Vilgefortz. Et on devra comprendre quelles sont les intentions de Nilfgaard derrière tout ça. En tout cas, on devra comprendre que Nilfgaard est quelque part. Et je pense que je vais m'arrêter là, car ce serait vous spoiler la suite de l'histoire, et ça pour le coup, c'est vraiment pas cool. Parce que oui, si vous avez envie de lire quelque chose, s'il vous plaît, lisez les livres. Franchement, vous ne perdrez pas de temps. Mais lisez surtout les recueils de nouvelles, les 2 premiers tomes, ce sont les meilleurs. Ne zappez pas ces nouvelles juste parce que le roman commence au 13e tome. Je m'arrête là surtout parce que les schémas que je vous ai faits des 2 premières saisons s'appliquent aux autres de la même façon. Donc pour résumer, on adapte trait pour trait les livres, on repositionne les différents arcs de façon à rendre chaque épisode plus digeste, on ne bombarde pas de personnages et de récits différents à chaque fois, et chaque épisode devrait être composé des mêmes péripéties d'un film. On a d'abord l'exposition, l'élément perturbateur, la montée en puissance, et pourquoi pas un cliffhanger si nécessaire. Nous avons ensuite le travail sur la forme, pour ça il nous faut des showrunners et des réalisateurs de talent, en tout cas d'expérience s'il vous plaît, et on devra donc avoir un grand travail au niveau de la cohérence du lore. On doit y croire, on doit plonger dans un univers, on doit savoir où on se trouve. Pour ce, il faut que le casting soit majoritairement d'origine européenne, afin d'incarner les peuples de souche du Nord, qui, je le rappelle, s'inspirent du Moyen-Âge européen slave. Donc pour ça, je vous ramène à ma vidéo sur la polémique des anneaux de pouvoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exclure la diversité ethnique, bien sûr, je dis juste qu'il faut l'installer de façon intelligente. Puisque chaque peuple doit être identifiable par son ethnie, sa façon de s'habiller, voire sa façon de s'exprimer. Tous ces éléments sont importants pour aider le spectateur à mieux s'y retrouver. Sans parler des décors qui doivent être identifiables dès la première image. La première image, on doit se dire ok, on se retrouve ici, je note. Et avec ça, le montage doit se vouloir moins nerveux, plus posé. La narration doit prendre le temps de poser le décor, qu'on s'y familiarise de façon à ne pas se perdre lorsqu'on change d'arc. Et je rappelle aussi, l'aventure est totalement absente dans la version Netflix, car elle omet les questions autour des distances. Or, dans ma version, on doit voir les traversées. On doit voir les personnages traverser les frontières. On doit les voir passer d'une ville à l'autre. C'est très loin, très long. Et même si ce doit être résumé dans le montage, comme l'avaient fait les 2 trilogies de Peter Jackson. Croyez-moi, il vaut mieux prendre son temps, quitte à ce que ce soit plus lent, plutôt que d'être trop rapide, incompréhensible et perdre tout son public. Et donc voilà, vous insérez tous ces ingrédients dans une casserole et vous obtenez ma version de The Witcher. 30 minutes à feu doux. 10 minutes au four à pain. Génial. Donc j'espère que cette version vous plaît et que les futurs showrunners s'en inspireront si jamais la série se fait racheter par une autre production plus sérieuse, s'il vous plaît. Pendant ce temps, je sais que ce n'est pas la première fois que je vous dis ça, mais jouez au jeu, car même si l'histoire des jeux vidéo se déroule après les livres, ils sont la suite logique des romans que la série n'a pas été capable de comprendre. La série tue des personnages du roman, ce que les jeux vidéo n'ont pas fait forcément pour rester fidèles au lore. Et c'est là toute la différence entre un produit de passion et un produit de commande. La série The Witcher de Netflix est une commande et a été confiée à une femme qui a déclaré avoir lu le premier livre à peine 1 an avant que Netflix officialise la série. Si tu ne comprends pas la fantasy, tu ne peux pas l'exposer à l'écran, ça coule de source. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on se retrouve depuis bientôt 10 ans avec des fanfictions de fantasy qui n'en sont absolument pas, hormis Game of Thrones. Et Les Anneaux de Pouvoir en est un triste exemple. Peter Jackson est un passionné qui a dû convaincre les productions de créer son œuvre. C'est le passionné qui est venu aux producteurs et non les producteurs qui sont venus chercher des prétendus passionnés qui n'en sont pas. Et ce sont donc ces mots qui vont conclure cette vidéo. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tout ça.
je les lirai avec plaisir. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Et pendant ce temps, je pense que j'ai une petite pause et peut-être me raser. Et oui!